Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre Ikigai, la philosophie japonaise. Après nos chapitres 4, 5 et 6, où on a pu voir comment découvrir le but de votre vie, comment le mettre en œuvre, connaître ses points forts également, voir ce à quoi on est vraiment doué, comment trouver ces choses-là, également l'importance de la concentration et de l'engagement pour votre Ikigai. Et bien aujourd'hui la suite, qui va traiter du plan de la vie, votre plan de vie en gros, comment donner une date à vos rêves, comment agir, etc. Également les bienfaits de la gratitude et l'avantage d'avoir des hobbies. Sans plus tarder, on commence notre lecture. Chapitre 7. Plan de vie. Il n'est pas facile de réaliser le rêve de notre vie, simplement en y pensant. Vous devez mettre en œuvre une stratégie de vie, car s'il n'y a pas de stratégie, il ne sert à rien de savoir quelle est votre véritable vocation et votre chemin vers vos objectifs sera chaotique et semé d'embûches. C'est pourquoi une stratégie de vie vous aidera à transformer ces rêves en une réalité tangible. La façon dont vous planifiez votre vie ne doit pas être difficile, il vous suffit de savoir où vous allez et comment y parvenir. Posez-vous les questions suivantes. Que veux-je accomplir ? Jusqu'où je veux aller ? Quels sont les objectifs que je veux atteindre ? Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à débroussailler une partie de votre parcours. En vous fixant une ligne de conduite appropriée, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie en additionnant les objectifs que vous avez atteints, aussi modestes soient-ils. D'autre part, la réalisation de vos buts et objectifs importants se traduira par une plus grande motivation et une plus grande satisfaction dans la vie. Vous aurez le sentiment que votre vie change complètement, pour le meilleur bien sûr. À maintes reprises, nous avons vu les étapes ou les obstacles que nous devons franchir et que nous trouvons très difficiles à surmonter en raison de divers facteurs. Manque de connaissance de soi, croyances erronées, manque de détermination, peur, etc. Dans certains cas, nous nous sentons tellement perdus que nous ne savons même pas quel type de motivation est la bonne pour réaliser nos rêves. L'importance d'avoir un plan de vie est qu'il vous aidera à être plus productif, à vous dépasser et à éliminer les choses sur lesquelles vous travaillez dur mais qui ne vous donnent pas les résultats dont vous avez besoin pour progresser sur l'échelle de vos objectifs. De plus, elle vous conduira à un renouveau intérieur car elle est porteuse de valeurs implicites telles que la discipline, la connaissance de soi, la persévérance, la détermination, le positivisme. Je parlerai plus longuement de ces valeurs liées à la philosophie de l'ikigai dans le prochain chapitre. Ne perdez pas de vue qu'en atteignant vos objectifs, vous atteignez votre épanouissement personnel en lieu avec votre vocation et votre ikigai. Plusieurs facteurs doivent être remplis pour qu'un objectif de vie soit réalisé, de sorte que le plan soit réalisable. L'objectif que vous choisissez vous rendra-t-il heureux ? L'obtenir changera-t-il votre vie ? Quel est le but de vos objectifs ? Argent, amour, reconnaissance, santé ? Sont-ils en équilibre avec votre ikigai ou se chevauchent-ils ? Comment aimeriez-vous vous voir dans 5 ans ? Si vous devez évaluer toutes les options, vous devez évaluer et écarter celles qui ne répondent pas aux normes d'excellence, tous ces objectifs qui ne sont pas entièrement les vôtres. Souvenez-vous que votre vie doit correspondre à ce que vous aimez, à ce que vous savez faire, à ce pourquoi vous seriez payé et à ce que vous avez à donner au monde, mais surtout, vous devez éliminer les objectifs qui ne sont pas tout à fait réalistes. L'objectif de vie est devenu trop populaire. Les gens parlent d'un objectif de vie et beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'écrire et de coller des images sur un tableau. Je ne suis pas opposé à la visualisation de votre objectif, de votre rêve, mais je suis plus en faveur de travailler pour eux sans relâche. Comment construire mon objectif de vie ? Chaque thérapeute posera les questions philosophes habituelles, les questions existentialistes qui sont importantes pour définir la voie à suivre. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Vous connaissez-vous suffisamment bien ? La connaissance de soi dont j'ai parlé au chapitre 2 est essentielle pour savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Votre caractère est crucial lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs et de les atteindre. Les valeurs avec lesquelles vous avez grandi en partie grâce à l'éducation ou à l'héritage de vos parents, en partie grâce à ce que vous êtes vraiment, ce qui a façonné votre personnalité, tous ces éléments constituent votre moi, font de vous ce que vous êtes. La connaissance de soi a trait à ce que nous voulons vraiment dans la vie et à l'identification des ressources personnelles dont nous disposons pour y parvenir. La connaissance de soi est le point de départ des concepts qui renforcent l'estime de soi. Hérite-t-on des choses positives et négatives ? D'où est-ce que je viens ?
Ce questionnement porte sur tout ce que vous avez vécu depuis votre plus tendre enfance, ce que vos parents vous ont répété, ce que vous avez vécu à l'école, votre premier amour, vos amis, votre vie d'étudiant, votre vie d'adulte. Tout joue un rôle important. Tout laisse une empreinte dans votre subconscient, bonne ou mauvaise. Il est important d'avoir réglé les dettes psychologiques avec le passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. C'est primordial. Savez-vous ce que vous voulez? Où vais-je? Nous ne nous rendons pas dans un aéroport pour acheter un billet d'avion et si l'on nous demande où nous allons, nous ne répondons pas « Je ne sais pas exactement, vendez-moi un billet ». L'employé ne vous le vendra pas, même si vous insistez tant qu'il ne connaîtra pas la destination que vous avez choisie. Je sais que je vous encouragerai toujours à vivre dans le moment présent, mais il y a des circonstances où il est nécessaire de regarder en arrière pour avoir une stratégie de vie claire et savoir où vous voulez aller. Pour être conscient des erreurs que vous ne voulez pas répéter, des leçons que vous en avez à tirer et surtout de la manière dont vous utiliserez cette expérience dans votre présent. Les stratégies pour un bon projet de vie. Donnez une date à vos rêves. Il est également important dans la vie de connaître le chemin réel de vos objectifs, ce qui vous fera tracer une ligne imaginaire entre aujourd'hui et le jour de la réalisation de votre rêve dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Fixer une date limite pour une certaine cause vous permettra de rester concentré et vous obligera à allouer du temps en faveur de vos efforts. Je ne veux pas dire par là qu'il s'agit d'une date rigide qui ne peut pas être modifiée, mais ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des échéances. En sachant que vous disposez d'un temps déterminé pour accomplir une certaine tâche, vous serez mieux organisé dans l'utilisation des ressources dont vous disposez. Sans cette exigence personnelle, vous risquez fort de ne pas atteindre vos objectifs. Agir. Il est important de disposer d'un synopsis ou d'un résumé des points importants d'un plan de vie, car cela vous permet de visualiser la direction de vos efforts et de savoir quand vous vous éloignez de vos objectifs. Ce résumé porte de nombreux noms. Plan de vie, tableau des rêves, quel que soit le nom qu'on lui donne, il s'agit d'un plan de vie. Certaines personnes disposent d'un petit agenda ou d'un carnet réservé au plan de vie, où elles notent toutes les étapes franchies ainsi que les doutes et les nouvelles résolutions ou stratégies à suivre. La flexibilité d'un plan est primordiale car personne n'est devin pour savoir exactement ce qui se passera dans 3 jours ou une semaine. Les événements imprévus font partie de la vie et donc du plan. Le mot-clé est adaptation, rectification de l'itinéraire et non de la destination. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Nous avons tous des compétences dormantes. Les réveiller est l'objectif à suivre pour réussir dans la voie que nous décidons d'emprunter. Il est vrai que les faiblesses comptent aussi. Dans ce cas, il faut travailler dessus jusqu'à ce que nous les changions et les transformions en alliés. Pour vous faciliter la tâche, quelles que soient vos forces ou vos faiblesses, voici 6 étapes qui vous permettront de vivre votre Ikigai en mettant en œuvre les stratégies suivantes. Ne vivez plus par inertie. Demandez-vous si ce que vous faites vous rapproche ou vous éloigne de votre joie de vivre. Vous êtes unique. Il est donc absurde de vous mesurer aux autres. S'inspirer de ce que d'autres ont fait de bien dans votre domaine pour réussir est une chose. L'envie est une chose négative et une antivaleur. Tirez le meilleur parti de vos atouts et ne vous focalisez pas sur vos lacunes. Ce n'est qu'ainsi que vous atteindrez vos objectifs. L'ikigai n'est pas une mode passagère que l'on adopte pour voir ce qui se passe. Si vous pensez ainsi, vous n'avez pas bien compris que cette philosophie change la vie et devient qui vous êtes. Inversement, vous êtes votre Ikigai. En fait, on peut dire que l'on vit dans l'Ikigai. Mon Ikigai est fort. C'est une énergie qui se réveille avec nous chaque matin, de sorte que nous avons hâte de nous réveiller pour commencer à faire tout ce que nous aimons. Pour vivre en Ikigai, il faut être courageux, confiant et autonome, car ce changement dans notre vie nous oblige souvent à nous éloigner de tout ce qui entrave notre développement personnel, comme les personnes toxiques, les relations sans avenir ou les mauvais emplois. Il faut se défaire de la mentalité de la fausse croyance que les cultures orientales tendent à la passivité et au conformisme. Au contraire, l'ikigai vous pousse à regarder en vous chaque jour, à améliorer votre corps, votre esprit, votre humeur, vos relations interpersonnelles, vos finances, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, l'ikigai, c'est l'action. Chapitre 8. La gratitude. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'estime pour toute personne ou situation dont l'individu a bénéficié.
C'est une émotion qui peut transcender le temps, puisque nous ressentons de la gratitude même pour des événements survenus dans notre enfance. Les incroyables bénéfices pour ceux qui pratiquent la gratitude vont du bien-être émotionnel à des améliorations significatives de notre santé physique. De plus, vous n'avez pas besoin d'une méthode spécifique ou d'heures d'études pour pratiquer la gratitude. Toute forme d'expression de la gratitude aura un impact positif sur votre santé. Cela démontre les effets neurologiques étonnants de la gratitude sur notre corps physique et mental. Lorsqu'une personne vit en exprimant sa gratitude, elle accorde une valeur exponentielle à ce qui l'entoure. La nature, sa relation avec ses semblables, toutes les expériences qu'elle vit, aussi petites qu'elles puissent paraître, c'est-à-dire que son attention s'intensifie et que sa capacité à se concentrer s'en trouve améliorée. Alors, si remercier est si simple et nous apporte de multiples avantages, pourquoi certaines personnes ont-elles tant de mal à franchir le pas et à être reconnaissantes à tout moment ? Dans notre vie quotidienne, nous considérons les choses de tous les jours comme allant de soi, nous n'y prêtons pas attention, nous ne leur accordons pas de valeur. La preuve en a été apportée au cours de ces années de pandémie, où dans certains pays, il n'était même pas possible de sortir dans la rue. Auparavant, nous n'étions pas reconnaissants de pouvoir nous promener en ville ou dans un parc, car nous considérions que cela allait de soi. Aujourd'hui, nous savons que c'est quelque chose que nous pouvons perdre à tout moment, et ce privilège de sortir dans la rue, d'aller au cinéma ou à la plage, est quelque chose que nous devons chérir et dont nous devons être reconnaissants. Selon les psychologues, nous avons du mal à exprimer notre gratitude parce que le cerveau a un biais de négativité, c'est-à-dire que nous sommes prédisposés à voir d'abord les aspects négatifs de chaque situation et à nous concentrer sur eux plutôt que sur les éléments positifs. Il ne fait aucun doute que ce biais négatif a permis à l'espèce humaine, il y a de très nombreuses années, d'échapper à des menaces ou à des situations qui mettaient réellement sa vie en danger. C'est pour cette raison que la gratitude nécessite parfois un minimum d'entraînement qui consiste à être reconnaissant au moins une fois par jour pour les bonnes choses qui nous entourent. Pour accéder aux nombreux bénéfices qu'apporte la gratitude, il faut dépasser ce biais de négativité, en ayant confiance en soi d'abord et avant tout. Sinon, la personne est envahie par le stress, l'anxiété et dans de nombreuses occasions, la terrible dépression apparaît. Les bienfaits de la gratitude. La gratitude est bénéfique pour les capacités cérébrales. Des études menées en Amérique du Nord et en Europe ont montré que l'hypothalamus est activé lorsque nous éprouvons des sentiments de gratitude ou lorsque nous engageons dans une activité généreuse. L'hypothalamus et son bon fonctionnement sont impliqués dans des fonctions corporelles importantes telles que le sommeil, l'appétit et le métabolisme. Il a également été corroboré que les actes de gratitude libèrent de grandes quantités de dopamine, une rétribution bien méritée qui nous stimule et nous motive à continuer à être reconnaissants, de sorte qu'au fil du temps, la gratitude devient un élément inné de notre personnalité. Réduit les symptômes d'anxiété et de dépression. Des études menées auprès de personnes ayant présenté des symptômes de dépression ou d'anxiété ont montré que le fait de tenir un journal de gratitude ou d'écrire des notes de gratitude augmentait leur bien-être émotionnel. Les symptômes d'anxiété ont également disparu dans un pourcentage significatif. Ces personnes ont simplement commencé à accepter ce que la vie leur avait donné et à apprécier ce qu'elles avaient dans le présent. Ces changements se sont manifestés de manière tangible. Ils ont commencé à gérer des émotions négatives, telles que la culpabilité et le manque d'estime de soi, et sont devenus plus empathiques et bienveillants à l'égard des personnes qui les entourent. Sur le plan physique, il augmente l'énergie et la vitalité. Nous pouvons affirmer que la gratitude nous rend plus forts, tant mentalement que physiquement. En effet, elle nous permet de nous sentir en meilleure santé, d'améliorer notre optimisme et donc d'augmenter notre énergie vitale. Cette énergie se manifeste le matin car après une bonne nuit de repos, grâce à des niveaux optimaux de dopamine, nous nous réveillons reposés avec plus d'entrain et de positivité pour affronter la nouvelle journée. La douleur physique peut être soulagée par la reconnaissance. Cette affirmation n'est pas du tout ésotérique, elle est plutôt le résultat de la libération de dopamine qui se produit chaque fois que nous nous sentons vraiment reconnaissants, et la science soutient cette théorie. Car la dopamine est un neurotransmetteur important qui peut agir comme un analgésique dans les situations de douleur physique. La personne reconnaissante est remplie d'optimisme et commence à voir la vie sous un jour plus bienveillant. Elle apprend à s'aimer davantage, ce qui se traduit par une plus grande attention à son bien-être physique. Certains commencent à faire de l'exercice, à manger plus sainement, à améliorer leurs relations interpersonnelles. Bref, leur vie s'améliore considérablement.
Comment faire preuve de gratitude? Il y a 3 façons fondamentales de manifester sa gratitude. Généralement à l'égard de situations ou d'événements. Au bord du lit, remerciez cette nouvelle journée, tout d'abord pour votre état de santé, pour votre travail, pour la bonne conduite de vos enfants ou tout simplement pour le fait d'être entouré de vos proches. Pensez aux personnes qui ont croisé votre chemin, au cours de votre chemin, aux événements positifs, aux expériences agréables qui vous ont marqué et remerciez-les. Instaurez l'action de grâce en compagnie de votre famille à l'heure des repas. Être reconnaissant pour la nourriture est un excellent rituel de gratitude. Et c'est encore mieux s'il implique les personnes que vous aimez. S'il pleut, faites vos appréciations, car la pluie est la vie de la terre. S'il fait beau, soyez reconnaissant aussi, car le soleil est indispensable à l'existence des êtres vivants sur terre. Directement ou personnellement. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons de nombreuses personnes envers lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Les plus petites choses méritent également d'être reconnues. Remerciez la personne qui vous a tenu la porte, la fille qui vous a servi un café, la personne qui nettoie votre bureau, bref, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, font quelque chose pour votre bien-être et méritent d'être remerciées. Écrivez des lettres de remerciement à vos amis et à votre famille ou envoyez-les par courrier électronique s'ils sont éloignés. Je vous assure que la personne sera heureuse de savoir que vous la considérez ainsi. Remerciez-vous. Enfin, remerciez la personne la plus importante, vous-même. Se récompenser soi-même est un mécanisme efficace pour maximiser son sentiment d'être méritant, ce qui a un impact positif direct sur l'estime de soi. Si vous avez enfin terminé cette dissertation, ou si vous avez réussi ce cours de langue, ou peut-être que votre patron vous a félicité pour vos résultats de vente. Chaque fois que vous obtenez un résultat, ne l'ignorez pas simplement parce que c'est le vôtre. Félicitez-vous intérieurement en disant « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui » ou en prononçant une phrase qui vous plaira et qui vous rendra reconnaissant de vos talents et de vos compétences. En guise de rémunération psychologique, offrez-vous quelque chose de spécial. Partagez ce livre. Allez au cinéma avec vos amis. Visitez cette plage que vous ne connaissez pas encore. Remerciez votre moi intérieur pour chaque réalisation et constatez par vous-même les choses que vous désirez ardemment et qui sont à votre portée. Vous commencerez certainement à ressentir le bien-être des personnes reconnaissantes et vous continuerez à vivre avec gratitude. Et ce trait positif deviendra une partie indivisible de votre personnalité. La gratitude vous rend plus heureux et vous aide à atteindre vos objectifs. Les personnes qui se plaignent constamment ne voient pas clairement les solutions à leurs problèmes et vivent dans une spirale de mauvais événements qui ne semblent jamais se terminer. La gratitude vous apporte la sécurité dont vous avez besoin lorsque vous semblez ne rien avoir. Elle vous apporte la paix lorsque vous êtes capable de voir les choses positives que vous avez dans votre vie. Être reconnaissant change votre vie. Si vous vous donnez l'occasion de voir toutes les bonnes choses que vous avez déjà, car la gratitude vous rapproche de plus en plus de la connaissance de soi, de sorte que vous avez confiance en vos capacités et que vous pouvez explorer tout votre potentiel. Lorsque vous vous arrêtez pour voir le positif dans la vie, vous devenez plus conscient de ce que vous avez. Cela change la puce mentale de la négativité. Vous arrêterez de vous concentrer sur les problèmes et vous verrez inévitablement des solutions là où avant, il n'y avait que des doutes et des peurs. Soudain, vous cesserez de vous plaindre et vous vous concentrerez sur le moment présent, sur ce pourquoi vous rendez grâce en ce moment même et alors votre perspective changera de manière significative. Ce nouveau trait positif vous conduira sans aucun doute à accomplir des objectifs avec une meilleure efficacité qu'auparavant. Vous deviendrez une personne proactive. Rappelez-vous que la gratitude génère également un bien-être physique et que cette bouffée d'énergie et de positivité est essentielle pour atteindre le succès dans les différents objectifs que vous vous êtes fixés. Et tout cela parce que vous avez appris les bienfaits de la gratitude. Chapitre 9. Les avantages d'avoir des hobbies. Appréciez les petites choses de la vie. L'inactivité, due au manque de motivation, est une source de frustration pour les personnes et peut les conduire à développer des symptômes dépressifs et anxieux. Nous pouvons donc en conclure qu'une personne qui n'a pas d'activité de loisir, telle qu'un hobby, une occupation ou un passe-temps, peut devenir une personne amère et négative, ce qui l'éloigne de son véritable ikigai. Mener une vie bien remplie, c'est consacrer du temps à soi-même et il existe un moyen particulier de le faire et de rompre la monotonie. Trouver un passe-temps. Quelqu'un a dit que les hobbies sont de petits royaumes de liberté. Mais si vous aimez une certaine activité au point d'en faire un loisir, n'est-ce pas là votre ikigai ? La réponse à cette question est oui et non.
Il est possible qu'en faisant quelque chose que vous aimez beaucoup, avec le temps cela devienne votre ikigai, après l'avoir connu et pratiqué, mais pas nécessairement. Rappelez-vous ce que le chapitre 4 indique. Vous pouvez avoir plusieurs choses qui vous excitent et l'intensité avec laquelle vous les aimez peut avoir de petites différences. Et ce n'est pas mauvais. Au contraire, cela vous donnera l'occasion d'expérimenter plusieurs choses agréables qui vous feront vous sentir merveilleusement bien. Il existe une différence marquée entre votre ikigai et un hobby ou un passe-temps. Le premier consiste à faire ce que l'on aime et à en vivre, c'est-à-dire gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Un hobby est quelque chose que l'on prend plaisir à faire pendant son temps libre et dont le but n'est pas de gagner de l'argent ou de recevoir un quelconque gain monétaire, mais d'éprouver le plaisir de consacrer un temps déterminé à une activité purement ludique, qui peut être déstressante. Il ne s'agit pas de remplir une obligation, mais de profiter de quelque chose que nous aimons en y consacrant nos efforts, notre attention et notre temps, en sachant que ces moments nous éviteront de tomber dans des épisodes de stress qui nous empêcheraient de trouver et de réaliser notre rêve dans la vie. Un hobby sain doit être quelque chose que nous aimons, quelque chose qui nous procure du plaisir. C'est très important, car sinon, il ne s'agit pas d'un hobby ou d'un passe-temps, mais d'un devoir, et le plaisir de le pratiquer disparaît. Les principaux avantages d'avoir un hobby. Ils permettent de développer des talents innés que l'individu ne soupçonnait peut-être pas, ce qui lui donne l'occasion d'accroître son estime de soi et de découvrir de nouvelles potentialités. Il est certain que le fait d'avoir un passe-temps contribue à la connaissance de soi et à la confiance en soi. En faisant quelque chose de significatif ou de très simple, vous êtes sûr d'éprouver un grand bien-être émotionnel. Ils aident à se déconnecter de la routine quotidienne et d'autres activités qui peuvent être accablantes, contribuant à un état d'esprit plus serein et plus calme, en particulier si le passe-temps nécessite de la concentration. Ils facilitent le développement de la créativité et de la capacité de discipline et de concentration. Ils permettent de prolonger la vie sociale, surtout s'il est possible de se réunir autour d'un groupe de personnes ayant le même hobby, partageant des expériences en rapport avec le même thème commun. De nombreux loisirs doivent être pratiqués en groupe, ce qui contribue à réduire l'isolement social, en particulier pour les personnes souffrant d'un sentiment de solitude et à améliorer leur qualité de vie. Ils renforcent la motivation à affronter les problèmes de la vie. En se voyant capable de résoudre un problème du début à la fin, on se sent capable d'affronter les problèmes quotidiens avec plus de force. Ils encouragent un sentiment d'indépendance par rapport à la famille ou au travail. Les hobbies vous permettent de sortir de votre routine pour entrer dans une zone où vous pouvez vous libérer l'esprit et ressentir un sentiment de bien-être. Ils nous apprennent à ressentir du plaisir en notre compagnie. Ils réduisent le stress de notre travail, nous aident à oublier nos difficultés financières et nous permettent de mieux faire face à la vie de couple. Certains passe-temps font ressortir notre créativité, ils améliorent également notre capacité de réaction, ils augmentent notre vitesse mentale, de sorte qu'en les répétant régulièrement, notre cerveau en bénéficiera et nous serons capables de répondre dans la vie réelle, que ce soit dans l'environnement professionnel ou personnel, à des problèmes spécifiques qui nécessitent ces réactions créatives et rapides auxquelles nous nous habituons par la pratique d'un passe-temps particulier. Un hobby ou tout travail effectué dans le cadre des loisirs maintient le cerveau actif. Vous osez relever d'autres défis, d'autres possibilités, et cela fait travailler l'esprit. Lorsque nous pratiquons un passe-temps, nous sommes clairs, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, et tout cela parce que nous n'avons aucune pression de résultat. Nous ne faisons que passer le temps et donner à notre esprit une pause dans les tâches quotidiennes. S'amuser avec un hobby, c'est profiter de la vie. Je sais que les 4 principes fondamentaux de l'ikigai sont orientés vers le fait de faire ce que l'on aime et de recevoir une compensation financière pour cela, mais je pense que cette philosophie va beaucoup plus loin que ça. Aucune personne grincheuse et amère ne pense au bien de sa communauté. Au contraire, ces personnes sont enfermées dans leurs propres pensées et vivent immergées dans leur misère. Alors, qu'apporteront-elles de positif au monde si elles n'ont elles-mêmes rien de valable ? Ikigai est sans aucun doute directement lié à votre bonheur et vous incite à utiliser toutes les ressources pour parvenir à un équilibre sain entre le travail et les loisirs. Nous sommes nombreux à avoir pensé et repensé à faire une activité qui nous distrait. Parfois, nous arrivons à commencer, mais ensuite notre dynamique de travail nous empêche d'avancer, soit parce que nous nous imposons des objectifs inatteignables, soit parce que nous ne nous rendons pas compte que cette vie d'immédiateté nous absorbe et nous conduit à nous oublier nous-mêmes. C'est pourquoi je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez franchir le pas et faire de votre hobby une activité récurrente dans votre vie. Osez.
Peut-être avez-vous peur de l'eau parce que vous n'avez jamais appris à nager. Alors, prenez des leçons de natation. En prenant des leçons et en avançant petit à petit, vous gagnerez en confiance. N'ayez pas honte. Beaucoup d'adultes n'ont jamais appris à nager. La différence est que vous pouvez le faire et que vous le ferez. Vous avez suffisamment confiance en vos capacités pour le faire. L'important, c'est que vous osiez. Variez les possibilités. Comme pour votre vocation, comme je l'ai expliqué au chapitre 4, vos goûts peuvent être multiples, pluriels. Alors, n'ayez pas peur d'explorer entre différentes options, de les pratiquer et de mesurer l'intensité de votre réponse à celles-ci. Vous pourriez vous retrouver à faire différentes activités avec la même joie et à les apprécier au maximum. Votre temps est venu. Rappelez-vous l'importance de vivre le moment présent au chapitre 3. Remettre à plus tard un hobby ou un passe-temps n'est rien d'autre que de la procrastination. Ne laissez pas des facteurs extérieurs vous empêcher de pratiquer un hobby. Parfois, l'environnement familial, le surmenage et l'excès de travail nous empêchent d'avoir du temps pour nous-mêmes. Et cet espace est tout aussi important que le temps que nous consacrons à notre carrière ou à notre passion. Évitez la routine. Il ne s'agit pas de faire de votre hobby avec votre partenaire ou avec vos enfants. Vous pouvez consacrer du temps pour les loisirs en famille, mais vous devez aussi faire une parenthèse pour vous. Ce temps est le vôtre et celui de personne d'autre. C'est le moment où vous allez vous séparer de tout ce qui est routinier ou ce qui peut générer du stress. Cela n'a donc aucun sens de le faire en compagnie de votre famille. Je le répète, consacrez-leur du temps, mais réservez-en un peu pour vous. Après tout, en étant plus détendu et l'esprit en meilleur état, vous serez plus à même de vous occuper de toutes vos fonctions, que ce soit en tant que parent, conjoint ou ami. L'argent n'est pas une excuse. Un bon conseil, ne cherchez pas de passe-temps coûteux, car ils pèseront sur vos finances ou vous ne pourrez pas vous les offrir, ce qui vous donnera une excuse pour ne pas les pratiquer. Le mieux est de faire de petites choses, comme rejoindre un groupe de tricot, de bricolage ou même un club de lecture, qui sont des options plus abordables. Il s'agit de faire ce que vous aimez vraiment, après tout. C'est la philosophie de l'ikigai, mais prendre des stratégies comme par exemple la plongée sous-marine est une chose intelligente à faire. Planifier à l'avance est une bonne chose. Mais en cours de route, faites quelque chose qui ne vous coûte rien. Faites des promenades l'après-midi dans un parc local. Prendre des photos de la nature peut vous enthousiasmer et qui sait, peut-être découvrirez-vous votre ikigai en faisant un passe-temps. Être cohérent. La constance en tout est importante pour pratiquer une activité en tant que hobby, car les loisirs sont quelque chose de positif pour la santé mentale et physique. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas de côté cette merveilleuse forme de divertissement et prenez en considération que s'enfermer dans votre chambre en regardant des séries ou en scrutant les points de stars sur votre mobile. Vous devrez briser la routine et ne pas abandonner l'idée de faire cette activité qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Faites-en une réalité et profitez de tous les avantages mentionnés ci-dessus et surtout devenez une personne heureuse et passionnée. 2 caractéristiques des personnes qui ont trouvé leur ikigai. Restez en contact avec votre famille, vos amis, etc. C'est le meilleur moyen de rester positif. Lorsqu'un événement très négatif se produit, notre humeur change. Il s'agit d'une réaction normale et très humaine à une situation douloureuse. Quelle que soit la raison de votre épisode de détresse actuel, vous devez savoir qu'il est important de rester en contact, de partager avec un ami ou un proche ce que vous ressentez. Lorsque cette situation se prolonge et n'est pas surmontée, des symptômes tels que le manque d'énergie, des troubles du sommeil et de l'appétit peuvent apparaître. Nos capacités cognitives et notre vie psychologique sont également affectées. Vous avez peut-être atteint un point critique. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les problèmes d'estime de soi, les pensées récurrentes non productives et l'isolement social. C'est pourquoi il est si important d'avoir un groupe de personnes proches de vous, que ce soit des amis ou des membres de votre famille, qui peuvent vous aider à faire face et à combattre ces symptômes qui commencent à pénétrer dans le domaine émotionnel et à infecter directement le domaine productif. Partager notre expérience est fondamental pour la surmonter et les amis et la famille sont essentiels pour surmonter tout obstacle, en particulier en raison d'un aspect très important, ils nous connaissent très bien. Au cours de ce processus négatif, il y a souvent une fausse représentation de la manière dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde qui nous entoure. Notre esprit nous présente le monde comme malveillant et nous pensons que nous ne sommes pas prêts à l'affronter. C'est là que nos amis proches et notre famille nous rappellent qui nous sommes, vous redonnant ainsi confiance en vous. Revoir l'affection de quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes renforce la croyance en nos capacités. Ils vous rappellent que ce problème dont vous souffrez est un état qui passera et surtout qu'ils vous aideront à le surmonter.
L'un des piliers de l'ikigai est le bien social, le partage de nos talents et de nos dons avec les autres d'une manière ou d'une autre. Je pense que cette philosophie souligne intelligemment que l'isolement social doit être évité à tout prix, car vous pouvez aggraver un état d'anxiété et des pensées pessimistes apparaîtront de manière répétée, ce qui vous conduira sur le chemin opposé de l'ikigai, la souffrance et le mécontentement de l'âme. Les membres de la famille ou les amis sont utiles pour vous sortir de ce cercle vicieux. En plus d'avoir un passe-temps, vous avez besoin de cela pour briser le cycle. Dans ce cas, les amis jouent un rôle fondamental car grâce à leur compagnie et à leur capacité d'écoute, ils deviennent des compagnons thérapeutiques dans notre processus de guérison et c'est cette capacité de connexion qui nous permet souvent de sortir de n'importe quelle situation car ils ne sont pas directement immergés dans le facteur familial et peuvent nous donner leur avis avec une certaine distance émotionnelle par rapport au problème. Ce qui transforme leurs paroles en conseils objectifs avec des solutions plus conformes à la réalité. Les amis et les êtres chers nous donnent la possibilité de profiter de la vie de tous les jours. Ils nous aident à nous connecter à nous-mêmes en nous guidant pour appréhender la situation que nous traversons de la bonne manière. Pour toutes ces raisons, les amis sont les personnes idéales pour nous aider à surmonter une mauvaise passe. Et c'est la fin de notre lecture. J'espère que vous y avez trouvé du positif, de l'optimisme. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, je pense que vous connaissez ma vision là-dessus et on a revu des choses qu'on avait déjà évoquées ensemble, le fait d'être positif, enfin on mène le positif et que si voilà, tout le monde était bienveillant on va dire avec tout le monde se porterait mieux. C'est la gratitude effectivement, c'est des choses qu'on ne fait pas, sauf quand on se rend compte qu'on a été privé de cette chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais oui, comme il donne l'exemple du Covid, de la Covid, où on était enfermé, et on s'est rendu compte que finalement, sortir, juste aller dehors, c'était un luxe à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est revenu dans une routine normale, mais mine de rien, si on voit que si on en est privé, on n'est pas bien. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de prendre toutes ces petites choses du quotidien et de se dire on a de la chance finalement de pouvoir se lever, d'être en bonne santé, de recommencer une belle journée. Après effectivement si au boulot ça se passe pas très bien, on agit, on essaie de changer de boulot, pourquoi pas. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout le monde peut le faire. On peut faire des reconversions, il y a plein de choses maintenant qui sont en place. Enfin bref, je parle du boulot, mais on pourrait parler de toute autre chose. Et effectivement, ayez des hobbies. Je pense que c'est hyper important parce que si on rentre dans une routine où on se lève, on va au travail, on rentre, on mange, on va au lit, et on fait ça tous les jours, c'est pas comme ça qu'on vit notre meilleure vie, quoi. Hein. On va pas se mentir. Et Netflix ne fait pas partie des hobbies. Hein. On va dire, ça peut être distrayant, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir des activités, une activité physique, aller marcher, lire, écouter effectivement ce livre par exemple, et partagez-le, partagez-le s'il vous plaît. C'est une manière finalement d'exprimer votre gratitude. Si vous le partagez, si vous mettez par exemple un petit like, c'est nullement commercial ce que je fais, c'est pour vous chambrer un petit peu, vous taquiner. En tout cas, j'espère que la lecture vous aura plu. Si c'est le cas, comme dit, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est toujours appréciable. Je lis tous vos commentaires, donc c'est super sympa. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Je suis un peu malade, comme vous pouvez l'entendre à la voix, donc j'allais me soigner de suite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une belle journée, une belle nuit, si tel est le cas, et je vous dis à très vite, à bientôt.